Après le meurtre à Bondy d'un lycéen de 15 ans, la violence dans les établissements scolaires plus que jamais d'actualité, notamment en banlieue parisienne. Le procès de la Josacine empoisonnée devant les jurés, Jean-Marc Deperroy clame son innocence. À Marseille, nouveau malaise pour Bernard Tapie, hospitalisé ce soir au Baumettes. Les législatives, J-3 avec les derniers grands meetings de ce premier tour. Alain Juppé est à Lyon, Lionel Jospin à Toulouse. Invité de notre rédaction tout à l'heure, Robert Hue en duplex d'Argenteuil. Madame, monsieur, bonsoir. Après le meurtre d'un jeune lycéen de 15 ans tué d'un coup de couteau par des racketteurs à peine plus âgés que lui, 4 adolescents ont été déférés cet après-midi au parquet de Bobigny, parmi lesquels un jeune homme de 17 ans, l'auteur présumé du coup de couteau, qui s'était lui-même présenté aux policiers. Christophe Tortora. Nassim, 17 ans, habite cette cité de Bondy-Nord. Hier soir, il s'est rendu aux policiers et avoue être le principal agresseur de Jérôme, ce garçon de 15 ans, tué lundi d'un coup de couteau. Nassim et ses 3 complices interpellés hier ont été présentés devant le procureur de Bobigny. Au collège Pierre Brossolette, ce matin, l'émotion est encore très vive. Jérôme, élève en 3e 4, était apprécié de tous. Ses camarades de classe ont adressé ces quelques lignes à leur professeur. Nous voulions juste vous remercier d'être les piliers auxquels nous pouvions nous accrocher pour reprendre un peu de notre souffle. Merci de votre soutien, c'est la 3e 4. Jérôme aura été ému de voir à quel point nous tenions à lui et vous aussi. Voilà. C'est vrai que j'espère que vous n'aurez pas l'occasion de refaire un reportage identique. Ce matin, les amis de Jérôme sont venus une nouvelle fois se recueillir. Ils pleurent l'un des leurs, âgé de 15 ans. Ce drame a mis une nouvelle fois en lumière le redoutable problème de la violence dans les lycées ou encore aux abords des établissements scolaires. Cet après-midi, des enseignants, des parents et surtout des élèves venus de Seine-Saint-Denis ont manifesté aux abords du ministère de l'Éducation. Reportage à Sevran, Patricia Charnollet, Claude Barnier. Est-ce que quelqu'un peut aller chercher les banderoles? Depuis 25 jours, ce collège Évariste Galois à Sevran est en grève. À la suite de l'agression d'un membre du personnel par un élève, les professeurs ont cessé les cours. Avec les parents et les élèves, ils ont manifesté aujourd'hui à Paris pour dire non à la violence et réclamer des moyens supplémentaires. Là, on reste chez nous et on ne travaille plus. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus de devoirs. Et quand il y avait les devoirs, c'était bien. Depuis le début de la grève, les élèves sont accueillis à la cantine. Ils dénoncent eux-mêmes les comportements de certains de leurs camarades vis-à-vis du personnel. Il y en a qui leur crachent dessus, qui les insultent, qui les frappent. Mais on les renvoie, mais en fait, à chaque fois qu'un élève est renvoyé, on en reprend un autre qui a fait une autre bêtise dans un autre collège. Ça revient au même. Violence aussi des enfants entre eux. De véritables apprentis caïds font régner la terreur. C'est une violence qui est très dure parce que, si vous voulez, ce qui est en train d'arriver au niveau de cet établissement, c'est que commence à régner à l'intérieur, en fait, ce que nous rejetons à tout prix, c'est-à-dire la loi du plus fort. Inquiétude aussi des parents qui réclament la sécurité pour leurs enfants. C'est pas parce que nous sommes dans des banlieues qu'il ne faut pas que nos enfants aient droit à l'éducation comme tout le monde, à leur chance. Je veux dire, ce sont des enfants qui ont un potentiel d'intelligence qui vaut ceux de n'importe quel enfant d'une autre classe. Rejoints par d'autres collègues de Seine-Saint-Denis, les professeurs de Sevran demandent plus d'assistantes sociales, plus de surveillants. À Évariste Galois, leur collège, il n'y a que 8 surveillants pour 1250 élèves. Les négociations avec le ministère se poursuivront demain. Le ministre a demandé un rapport qui lui sera remis la semaine prochaine. Le meurtre de Jérôme lundi à Bondy pose à nouveau le problème de la délinquance des mineurs. Un phénomène qui a connu l'an dernier une augmentation sans précédent dans ce département de Seine-Saint-Denis. D'une manière plus générale, le nombre de mineurs mis en cause par la justice s'est accru en 96 de 14% par rapport à 95, même si les 2/3 de ces jeunes sont poursuivis pour des délits mineurs, style vol de mobilette. Reportage Agnès Varamian, Daniel Lévy. Une demi-heure de perquisition et l'appartement est sans dessus-dessous. Nous sommes au domicile d'un enfant de 11 ans, soupçonné de vol chez sa voisine. Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que tu as mis ce que tu as pris chez la dame? J'ai rien pris. Moi, je me suis assis sur le canapé. Ouais. Elle a oublié les couches. Elle nous a dit de repartir. On a trouvé la porte ouverte. D'accord. Après, on m'a dit que c'était moi qui avais brûlé. Donc, ce n'est pas toi? Oui.
Les parents n'ont pas été prévenus de la plainte, encore moins de l'arrivée de la police. Ah, la petite cache ses CD. Et ce sont ces disques, justement, qui ont été volés. Pendant la fouille, le jeune garçon est lui tenu à l'écart. Si les policiers de la brigade des mineurs se sont déplacés, c'est qu'ils soupçonnent l'enfant d'avoir commis des violences sur une petite fille de 7 ans. Sur procès verbal, ainsi que Samir, pour voir un petit peu tout ça et tout ce qui s'est passé, d'accord? D'accord. Ok, vous nous accompagnez, hein? Ouais. Lui donner ce qu'il lui faut, hein? Au commissariat, l'audition durera 2 heures. Samir avouera le vol, pas les violences. Les parents, une fois entendus, repartiront avec lui à 11 ans. La garde à vue n'existe pas. Ce jeune garçon, lui, a 15 ans. Interpellé le matin même, il a été placé en garde à vue. Menotté, fouillé, passé à l'identité judiciaire. Photos, empreintes pour le fichier national. Le jeune a été attrapé en flagrant délit. Il faisait le guet pour un trafiquant d'héroïne devant un hall d'immeuble. Ouais. Pas du tout. Non. Ou est-ce que tu faisais pas plutôt des surveillances devant le hall? Les mineurs, bien souvent, ne parlent pas, ne donnent pas le nom de la personne qui les fait dealer, et les mineurs bénéficient en quelque sorte d'une impunité du fait de leur âge. Ils sont beaucoup moins poursuivis que les majeurs. De plus en plus, les trafiquants emploient des adolescents qu'ils payent à la journée pour vendre la drogue. Le père du garçon est venu rapidement. En garde à vue, il lui parlera quelques minutes. Le père et le fils se voient rarement. Je lui ai dit que je l'aimais beaucoup. Puis là, il était très heureux. Moi aussi. C'est très difficile parce qu'on se sent responsable. On a honte. Tout le monde nous regarde et puis... Le père, comme toute la famille, est connu de la police. Le juge laissera finalement le jeune en liberté. Sa seule condition, que le garçon ne revienne plus dans son quartier. À Marseille, nouvelle suspension du procès dit des comptes de l'OM à la suite d'un nouveau malaise de Bernard Tapie lors de l'audience de cet après-midi. Bernard Tapie qui a été hospitalisé en fin d'après-midi au Baumettes à Marseille. Reportage Thierry Curté, Jean-Claude Elfassi. Il est 15h15. Le président Richard T, inquiet, vient d'interrompre les débats. Le médecin des pompiers arrive. Il va ausculter Bernard Tapie. 2 heures plus tard, le diagnostic tombe. Pas question de reprendre les débats. Bernard Tapie vient de subir une 2e alerte cardiaque en 2 jours. La matinée avait été rude entre l'ancien président de l'OM et Alain Laroche, l'ex-directeur financier du club. Dès la reprise, Bernard Tapie est très pâle. À la barre, il répond à côté des questions de façon mécanique. Il transpire et se rassoit. Lubomir Barine comprend alors ce qui se passe. Il se lève et apporte ce petit flacon à Bernard Tapie. Je vois qu'il y a une préfactus, ça veut dire il y a des possibilités d'infarctus. Pourquoi vous connaissez ça, vous? Parce que j'ai été opéré au cœur, et tout à fait normal que je vois la même chose. C'est que lui arrive, c'est passé chez moi aussi. Le médecin examine l'électrocardiogramme. Bernard Tapie revient à l'audience, encadré par les pompiers, sous surveillance cardiaque, une perfusion de glucose au poignet. Il fait dire à son avocat qu'il veut continuer les débats. Pas de question sans un nouvel avis d'expert médical, reprend le président. Réponse demain matin à 9h. Au cyanure, le verdict est attendu pour samedi soir. En principe, pour la première fois, l'accusé, Jean-Marc Deperroy, a pu s'expliquer longuement devant le tribunal en clamant son innocence. Tout de suite, nous retrouvons en direct Dominique Verdeillan. Dominique. Oui, 8 heures d'interrogatoire et nous avons vu successivement un Deperroy déterminé quand il fixe droit dans les yeux les parents d'Émilie. Je n'ai pas mis le cyanure dans la Josacine, leur dit-il, je vous demande de me croire, ma vie est ruinée comme la vôtre est pleine de peine. Un Deperroy révolté quand il dénonce une instruction à charge, on a cherché un coupable et non le coupable, on veut m'imputer la mort de la petite Émilie, c'est inhumain. Un Deperroy effondré en larmes quand il parle de ses 1028 jours de prison, un Deperroy embarrassé quand il doit expliquer pourquoi il s'est débarrassé de son cyanure. Savait-on à ce moment-là qu'il s'agissait de l'arme du crime? En tout cas, un Deperroy qui se bat, qui va même jusqu'à interpeller les jurés. Il faut des hommes remarquables pour rendre la justice, leur dit-il. Je vous demande d'écouter maintenant 2 réactions, celle d'Anne-Marie Deperroy et celle du père d'Émilie à qui j'ai demandé s'il craignait un acquittement. Non. Non. Non, mais c'est pas à moi de le décider, c'est aux jurés. Mais si jamais Jean-Marc Deperroy est acquitté, ça voudrait dire qu'on ne saurait pas qui est le responsable de la mort de votre fille. Tout à fait, tout à fait. Et pour moi, c'est Jean-Marc Deperroy.
Je crois qu'il fallait que ce soit lui. On a ressenti dès le début de l'enquête qu'ils avaient trouvé quelqu'un et qu'il fallait que ça colle avec lui. Donc on l'a empêché pendant 3 ans de réellement s'exprimer et de dire les choses telles qu'elles étaient. Il y a eu l'aversion de l'instruction, des gendarmes, mais pas la sienne. Depuis le début de cette année, les cours mondiaux du café augmentent régulièrement en raison de récoltes décevantes, mais aussi et surtout peut-être à cause de la spéculation internationale. Les spécialistes s'attendent à une hausse brutale des cours du café dans les tout prochains jours. Enquête Laurent Bailly, Sébastien Vibert. Le rayon café des magasins réserve ces temps derniers quelques surprises. Pas vraiment bonnes, les prix ne cessent de grimper depuis 2 mois. Plus 6 ou 8 francs pour le paquet de 500 grammes. C'est vrai qu'il a quand même augmenté, j'ai l'impression qu'il a augmenté quand même. Il n'a pas diminué toujours. Oui, c'est à cause de la température ou quoi, non? La hausse des cours s'explique en effet par une vague de gel qui a durement touché en 1994 les récoltes du Brésil, premier producteur mondial. Mais ce n'est pas tout. À la bourse de New York, des spéculateurs ont joué à la hausse. Le prix de l'Arabica a atteint il y a quelques jours son niveau le plus élevé depuis 20 ans. Les grandes entreprises de torréfaction et les vendeurs, qui réduisent leur stock au maximum, se sont laissés surprendre. J'ai appliqué ces hausses jusqu'au moment où je n'avais plus de stock à l'ancien prix. C'est-à-dire que j'ai livré à la distribution tout mon stock à l'ancien prix. La distribution française dans son ensemble, les grandes enseignes que vous connaissez, a aussi joué le jeu pour essayer d'appliquer le plus tard possible cette hausse aux consommateurs. Mais il arrive un moment, maintenant on est dans l'époque de la vérité. Et la vérité, c'est une hausse brutale des prix dans les jours qui viennent. La marge des grandes surfaces est si faible sur les ventes de café qu'elles appliqueront automatiquement la hausse pour ne pas vendre à perte. Au comptoir, le prix de l'expresso risque lui aussi de devenir un peu plus fort. Le petit noir augmente et le lait est en train de tourner. Après l'échec de la réunion organisée hier au ministère de l'Agriculture, les producteurs ont adressé aujourd'hui une sorte d'ultimatum aux industriels de la filière lait, leur demandant de revenir sur la décision de baisser le prix du lait payé à la ferme, alors que plusieurs actions ponctuelles étaient organisées contre les laiteries ou encore des camions-citernes. C'est ainsi, vous voyez, que cette nuit, 17 000 litres de lait ont été renversés sur la chaussée près de Vesoul. Guerre de communiqué dans le groupe Air France. La direction affirme avoir assuré aujourd'hui la moitié des vols intérieurs, 70% des vols moyens courriers européens et la totalité des longs courriers. Mais de son côté, le syndicat national des pilotes de ligne affirme que 90% des vols intérieurs ont été annulés. Cette grève des pilotes se termine en principe demain soir. L'actualité à l'étranger avec tout d'abord ce nouvel attentat en Algérie où une semaine avant les législatives, au moins 12 personnes ont été tuées et 30 blessées à la suite de l'explosion d'une voiture piégée à Boufarik au sud d'Alger. Près de Médéa, émouvante et discrète cérémonie aujourd'hui en mémoire des 7 moines assassinés il y a 1 an par un commando du GIA près de leur monastère de Tibérine. Reportage de nos envoyés spéciaux Thierry Tuilly, Bruno Giraudon. Dans le petit cimetière du monastère, il y a depuis ce matin 7 stèles. Elles portent les prénoms des moines qui ont été inhumés ici, voilà 1 an. Peu avant son enlèvement, comme s'il se sentait menacé, frère Christian avait rédigé son testament. Le texte prémonitoire est lu par un père trappiste. Je ne vois pas en effet comment je pourrais me réjouir que ce peuple que j'aime soit indistinctement accusé de mon meurtre. C'est trop cher payer ce qu'on appellera peut-être la grâce du martyr que de la devoir à un Algérien, quel qu'il soit. Le supérieur de l'ordre des trappistes, venu de France, prend à son tour la parole. Nous sommes prêts à revenir. Nous n'attendons que le moment où Dieu nous dira en toute clarté: revenez. L'église ici s'affirme à la fois chrétienne et algérienne. En présence de Monseigneur Tessier, l'archevêque d'Alger, la messe a d'ailleurs été célébrée en français et en arabe. La date du retour des moines à Notre-Dame de l'Atlas n'est pas fixée. La région reste peu sûre et l'isolement du monastère poserait le problème de la sécurité des trappistes. Seule la paix permettra en fait la réinstallation de la communauté chrétienne à Tibéri.
À Paris, l'Académie de médecine s'est penchée aujourd'hui sur un problème qui préoccupe beaucoup de mamans, le reflux gastro-œsophagien. Derrière ce terme barbare se cache une réalité que connaissent beaucoup de parents, le rejet de lait par le nourrisson. Si certains cas sont sérieux, voire très sérieux, il semble aujourd'hui que beaucoup de parents usent ou abusent de la pharmacie pour apaiser leurs inquiétudes. Enquête Jean-Daniel Fezaki. Il se réveillait souvent la nuit en poussant des cris, on avait vraiment des sensations de douleur, mais jusqu'à présent jamais de rejet jusqu'à la bouche. D'accord, il vomit pas particulièrement? Non, pas vraiment. L'estomac de Rudy est sans doute la cause de ses bronchites à répétition. Quand il mange, le contenu acide a tendance à remonter dans l'ésophage et dans les bronches. Pour le savoir, Rudy va porter pendant 24 heures une petite sonde introduite par le nez. Elle va détecter une acidité anormale, preuve qu'il existe une remontée acide, ce que l'on appelle un reflux. Voilà. C'est fini. Antoine, lui, a eu un reflux dès sa naissance. Il en a même fait un malaise. Depuis, il prend un médicament avant et après chaque biberon, et maman est obligée d'épaissir le lait. Mais aujourd'hui, le traitement est efficace, puisqu'Antoine a beaucoup moins de problèmes et que la machine à laver tourne beaucoup moins souvent. Avant, on changeait bien entièrement 4 fois par jour, alors qu'aujourd'hui, il fait une journée, il fait une tenue par jour. Traiter Antoine était une nécessité. Mais il y a une multitude de nourrissons qui reçoivent des médicaments anti-reflux sans vraie raison. Alors, les spécialistes se gendarment. Le reflux, disent-ils, a toujours existé et nos mères et nos grands-mères s'en accommodaient grâce à un remède en tissu. C'est difficile à faire? Nous avons que... Le rôle du bavoir, c'était finalement de protéger les vêtements du nourrisson qui, physiologiquement, normalement, présentent des rejets de lait après un repas. Et ceci est normal, ceci n'est absolument pas pathologique et ceci ne doit pas induire d'angoisse chez les parents. Allez, vas-y. Rudy, lui, n'est pas angoissé. Il sait que tout ce qu'on lui a fait, c'est pour son bien. D'ailleurs, contrairement aux apparences, il n'a absolument pas gardé une dent contre la médecine. Ah bah ça va déjà mieux. Oh là là. À quelques 300 km au-dessus de nos têtes, la navette spatiale américaine Atlantis s'est séparée de la station orbitale russe Mir, laissant à bord des tonnes de matériel et de ravitaillement, et l'astronaute Michael Fall, qui restera 4 mois à bord de Mir, en remplacement de l'américain Jerry Lineger. Le retour d'Atlantis avec à bord Jean-François Clairvoy est prévu pour samedi. Cette séparation n'a semble-t-il pas trop affecté les cosmonautes russes qui ont, vous l'entendez, poussé la chansonnette à bord de leur capsule. Dans leur mini-Mir, ils font le maximum. L'ancien maire de Lyon, Michel Noir, a été mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux, cela dans le cadre de l'enquête sur les comptes suisses de son gendre Pierre Botton. À Courbevoie, nouvelle perquisition au siège du groupe Elf Aquitaine. Il s'agissait pour les policiers de la brigade financière de procéder à l'ouverture d'un coffre-fort auquel ils n'avaient pu avoir accès il y a une semaine. Les législatives, J-3, dans un instant reportage sur les derniers grands meetings de la campagne du premier tour. Auparavant, retour sur l'un des dossiers chauds de ce débat électoral, la lutte contre l'immigration clandestine. En compagnie de Maryse Burgot, rappel des positions des uns et des autres. Manifestations, pétitions, désobéissance civique, c'était au moment de l'adoption des lois Debré. Une dissolution plus tard, la droite ne fait pas de l'immigration un thème prioritaire de campagne. L'UDF et le RPR estiment que ce chantier législatif est achevé, que la loi est performante, on s'en tient à ce qu'on a fait. Et c'est précisément ces lois qui ont radicalisé la gauche. Pendant la campagne présidentielle, Lionel Jospin proposait un simple coup de peigne des lois Pasqua. Aujourd'hui, il parle d'abroger les lois Pasqua-Debré. Rétablissement du droit du sol, politique plus souple en matière de droit d'asile. Le PS, comme le PC, propose aussi de passer des contrats avec les pays d'origine pour réguler les flux d'immigration. Reste évidemment le programme du Front National. Premier postulat, un maximum d'étrangers doivent quitter la France. Jean-Marie Le Pen parle de la création d'un prêt personnel, une sorte d'aide au retour généralisée. Deuxième postulat, les étrangers n'ont pas les mêmes droits que les Français. Le Front National propose donc, entre autres, la création d'un régime autonome de sécurité sociale, uniquement subventionné par les pays d'origine. Les chiffres de l'INSEE ont pourtant montré que les immigrés financent eux-mêmes très largement leur protection sociale.
Parmi les quelques 6300 candidats actuellement en campagne, Alain Krivine qui se présente à Saint-Denis, l'une des plus vieilles municipalités communistes de France où le leader de la Ligue communiste révolutionnaire réside depuis 20 ans. Portrait signé Marie-Pierre Farkas, Hervé Pozzo. 15 millions de professions de foi à imprimer. Les vieilles rotatives de la Ligue communiste révolutionnaire tournent jour et nuit depuis une semaine. 152 candidats et un nouveau label, 100% à gauche. 100% à gauche, ça veut dire qu'il y a une gauche qui n'est pas à gauche à 100%. Et le but de notre campagne, justement, c'est de dire qu'il faut battre la droite et l'extrême droite, mais qu'il ne faut pas recommencer l'expérience de la force tranquille de François Mitterrand. Ça, on n'en veut pas, on veut une gauche qui soit totalement à gauche, et c'est le sens de nos candidatures au premier tour. Plus présent sur les conflits sociaux que dans le débat électoral, Alain Krivine reconnaît qu'il a sûrement commis des erreurs, mais qu'en temps de crise, le message populiste de l'extrême droite passe mieux que le sien. Il y a tellement d'exclus où beaucoup de gens pensent plus, ils pensent uniquement à essayer de vivre et de s'en sortir. La démagogie fasciste, c'est beaucoup plus payante que des raisonnements un peu intelligents. 3 millions de chômeurs, 3 millions d'immigrés dehors, ça paye. Nous, on arrive, on essaye de ne pas faire de démagogie, on dit il faut travailler 32 heures, ça peut créer 1 500 000 emplois, puis il faut prendre telle et telle mesure, c'est-à-dire faire appel vraiment à l'intelligence, au raisonnement, pas prendre les gens pour des imbéciles, mais les prendre exactement pour ce qu'ils sont, des gens qui veulent réagir et raisonner. Pour une partie de la population qui a la tête sous l'eau, malheureusement, c'est plus difficile. Depuis l'âge de 14 ans, Alain Krivine est militant. Tous les dimanches, il est sur les marchés et reconnaît que pour lui, l'essentiel n'est pas d'être élu, mais de diffuser ses idées. Pour les principaux animateurs de cette campagne, c'est vraiment la toute dernière ligne droite. Lionel Jospin est ce soir à Toulouse et Alain Juppé à Lyon. Le Premier ministre préside actuellement un grand meeting régional rassemblant tous les candidats RPR, UDF de cette région. Avant de retrouver en direct sur place Carole Comon, le reportage d'Olivier Caroff et Nathalie Gallet. Dernier meeting en fanfare. À Lyon, malgré la fatigue d'une campagne intensive, les militants ont voulu bien faire les choses. 8 à 10 000 personnes attendues, souvent enthousiastes. On va gagner, vous inquiétez pas, on va gagner. Il y a encore des indécis, croyez-moi. Des indécis qui attendent peut-être ce dernier meeting pour choisir. Je pense qu'il fallait en faire un parce que Jospin fait à Toulouse. Voilà. Donc je pense qu'il faut un contrepoids. Voilà. C'est mon avis. En attendant l'arrivée d'Alain Juppé, François Léotard ou Raymond Barre, on fait un premier bilan de la campagne. Un peu calme, même trop calme. Pourquoi? On ne réagit pas assez vite. C'est sûrement pas trop court, mais c'était un peu monotone. Ça a des avantages d'être court, c'est qu'on peut concentrer un peu les choses, on ne traîne pas en cours de route. Hein. On n'a pas le temps de s'ennuyer. On n'a pas le temps de s'ennuyer, et je pense que c'est aussi un avantage. Et puis ça bouscule un peu l'opposition. Tous l'assurent, l'important ce n'est pas la manière ou le style de cette campagne, mais bien le résultat au soir du 25 mai. Nous retrouvons tout de suite sur place en direct de Lyon, Carole Comon. Carole. Oui, beaucoup d'ambiance pour ce dernier meeting qui vient de se terminer et qui a d'abord été placé, comme toute cette campagne, sous le signe de l'union de la majorité. La présence de beaucoup de personnalités du RPR et de l'UDF, notamment de François Léotard, était là ce soir pour l'affirmer. Dans son dernier discours, avant le premier tour, Alain Juppé a bien sûr voulu un discours très mobilisateur et qu'il a d'abord, dans les toutes premières minutes, dirigé contre les socialistes. 88-93, c'est de là que nous venons. Une deuxième législature socialiste qui a laissé, c'est peu dire, notre pays dans un triste état. Et je reconnais que nous n'avons pas assez dit dans quelle situation se trouvait la France en 1993. Appelant notamment à se débarrasser du défaitisme et de la morosité, le Premier ministre l'a répété aujourd'hui, il ne faut pas que le premier tour soit un premier tour de défoulement. C'est donc le dernier message adressé ce soir aux indécis, mais également aux électeurs de la majorité qui seraient tentés par un vote protestataire dimanche prochain. Merci Carole Comon. La politique en stéréo, donc Lionel Jospin est ce soir à Toulouse, où traditionnellement les socialistes aiment terminer leur grande campagne nationale. Avant de retrouver en direct sur place Guylaine Chenu, reportage Patrice Romden et Patrick Deschmaker. Comme le slogan l'indique, il faut changer l'avenir, quoi. Il faut le changement. Le changement ici passe par une tradition héritée du mitterrandisme. C'est à Toulouse que les socialistes aiment à se retrouver à la veille des échéances majeures. C'en est une, et l'on vient ici par désir, par principe. Je suis socialiste depuis 15 ans. Ils ont 86. Vous vous rendez compte? Mon choix est déjà fait, mais j'ai envie d'avoir des confirmations, quoi. On a envie d'entendre qu'ils nous disent qu'on est en train de gagner, exactement.
L'entendre, c'est un peu le croire, même si parfois sur les visages ou dans le discours émerge le doute. Il faudrait peu de choses, on ne sait jamais. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a toujours un flottement, et on sait aussi que les sondages se tombent à 2-3%. Mais il suffit d'une apparition pour faire muer le doute en mobilisation. La mobilisation, elle est perceptible à Toulouse et Lionel Jospin en fait le thème de son discours ce soir. Tout de suite, retrouvons en direct sur place Guylaine Chenu. Guylaine. Oui, bien écoutez, le maître mot ce soir à Toulouse, c'est la mobilisation. La campagne a été courte et dans les tout derniers mètres, Lionel Jospin ne veut pas relâcher son effort. Cela veut dire à la fois essayer encore et toujours de convaincre les indécis et les sceptiques, mais cela veut dire aussi durcir le ton face à la droite. Il ne faut pas donner tout le pouvoir pour 5 ans en France à la petite équipe qui nous vient de la ville de Paris. On commence à savoir ce qu'ils ont fait à la ville de Paris. On ne veut pas qu'ils fassent pareil pendant 5 ans en France. Eh bien écoutez, la mobilisation pour Lionel Jospin doit se traduire aussi par un vote à gauche dès le premier tour. L'exercice n'est pas facile pour lui, car il doit à la fois essayer de ménager ses partenaires, comme le Parti communiste, et en même temps expliquer que si la gauche veut gagner, il faut que le Parti socialiste fasse un excellent score dès le premier tour. Et enfin, un dernier message qu'il a délivré ici ce soir à Toulouse, la gauche est prête à gouverner. Merci Guylaine Chenu. Autre meeting, celui présidé par Jean-Marie Le Pen, actuellement à Paris. Le président du Front National vient d'arriver au Palais des Sports. Il va s'exprimer devant des milliers de militants et de sympathisants venus soutenir les candidats du Front National en Ile-de-France, parmi lesquels Marie-Caroline Le Pen, la fille du président du Front National. Cette campagne du premier tour s'est terminée avec un débat sur une éventuelle cohabitation. Mardi soir, Jacques Chirac a affirmé solennellement à la télévision qu'il fallait que la France parle d'une seule voix à l'extérieur, notamment lors des négociations avec nos partenaires européens. Et hier soir, dans ce journal, sur France 2, Alain Juppé affirmait que la voix unique de Lionel Jospin serait couverte par la voix discordante de Robert Rue. Nous retrouvons tout de suite en direct de Courbevoie, de sa circonscription d'Argenteuil, Robert Rue, secrétaire national du Parti communiste, qui est en compagnie de Jean-Michel Le Carpentier. Bonsoir, monsieur Rue. Alors, pour reprendre les termes d'Alain Juppé hier soir sur cette antenne, sur l'Europe entre le PC et le PS, ce n'est plus de la cacophonie, mais un véritable divorce. Écoutez, je crois que Alain Juppé n'a aucune illusion à se faire à essayer d'enfoncer le coin de la division à gauche. Nous avons dit clairement qu'il y avait à gauche des différences sur l'Europe. Mais il y a beaucoup de convergences et vous savez que le Parti communiste a contribué beaucoup à ce que des convergences s'affirment, notamment dans la déclaration commune entre socialistes et communistes. Et c'est ça l'engagement commun. L'engagement commun, nous avons dit ensemble les choses. Il ne faut pas d'une Europe libérale, une Europe de l'argent roi, une Europe des marchés financiers. Il faut au contraire une Europe sociale, une Europe démocratique. Voilà ce qui fait que nous sommes ensemble sur cette question. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas des différences, mais ces différences, à mon avis, peuvent être surmontées. En tous les cas, quand j'entends aujourd'hui les propos d'Alain Juppé, ça me fait doucement rire quant à la division de la gauche. Non, qui regarde du côté de la droite. Cela dit, pendant toute la campagne, la majorité sortante, la droite a enfoncé ce clou justement de vos divergences. Alors est-ce que au fond vous n'avez pas été un allié gênant pour le Parti socialiste pendant cette campagne? Mais je crois pas. Je crois pas. La gauche, elle est pluraliste dans ce pays. Il y a aujourd'hui le Parti socialiste avec effectivement l'influence qu'il a et il y a le Parti communiste. Qu'est-ce qui se passe dans cette campagne électorale? Et peut-être que nous sommes à 2 jours du scrutin dans une situation inédite. On voit bien les scores. On voit bien que le Parti socialiste est donné à 25, 28%. Enfin, je n'ai pas les derniers chiffres, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas de majorité en France sans le Parti communiste. Et le vote communiste, pour la première fois peut-être aussi nettement, va être utile à ce qu'il y ait une majorité de gauche. Donc, plus il y aura de vote communiste, meilleures seront les chances de la gauche. Donc, ce n'est pas gênant. Ça me semble très utile, au contraire. Oui, mais cela dit, Lionel Jospin, encore hier, mettez la barre pour le Parti socialiste au premier tour à 30%. D'abord, vous, à combien vous mettez la barre pour le Parti communiste? Et ensuite, est-ce que vous ne craignez pas, dans les 2 jours qui viennent, un vote utile en faveur des socialistes à votre détriment, comme ça s'est fait en 95? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, précisément, quand Lionel Jospin dit qu'il faut 30%,
c'est normal qu'il demande que son parti se renforce, mais il sait très bien que ces 30% en quelque sorte seront stériles s'il n'y a pas en même temps un parti communiste qui progresse. Le parti communiste, il est donné autour de 10% aujourd'hui. Et passer cette barre de 10%, ça me semble très important pour le Parti communiste, mais surtout pour la France, pour la gauche. La chance de la gauche, c'est que le Parti communiste, cette fois, se renforce au point de bien ancrer à gauche cette majorité et de lui donner toute sa chance. Je crois que le coup de pouce pour la gauche dans ce pays, là, c'est précisément le renforcement du Parti communiste. Et vous savez, nous avons fait beaucoup d'efforts, les Français le savent, nous avons fait beaucoup d'efforts pour en arriver à ces convergences, qui ne signifient pas que nous avons... Vous avez des concessions, vous les communistes? Non, non, je ne crois pas, c'est beaucoup plus profond que ça. Nous avons discuté depuis 1 an dans des forums, vous savez que nous avons organisé des forums, des débats avec le Parti socialiste, avec les autres forces de gauche. Et chacun a évolué, chacun a fait des efforts. Aujourd'hui, nous arrivons et nous démontrons que les convergences sont plus nombreuses que les divergences et qu'on peut donc construire quelque chose. Oui. Ce qu'il y a... Alors, excusez-moi, construire quelque chose, c'est par exemple en cas de victoire de la gauche, construire, fabriquer, former un gouvernement. Or, ce matin encore dans le Parisien, libéré, Lionel Jospin parlait d'une seule orientation pour ce gouvernement. La seule question, je le cite, la seule question, c'est la cohérence de la politique gouvernementale. Il va bien falloir que vous fassiez des concessions aux socialistes. Mais pourquoi parler de concessions? Je crois qu'il peut y avoir une cohérence gouvernementale. Je crois à la cohérence gouvernementale. Il faut une cohérence gouvernementale. Cela dit, elle doit se faire sur une politique que les Français souhaitent, les Français qui votent à gauche souhaitent. Ils veulent que rapidement la gauche donne des signes par les salaires, par une augmentation sensible des salaires, par la baisse des impôts, notamment de la TVA, autant de mesures sur lesquelles il faut aller très vite. Et naturellement, il y a le débat entre nous. J'entends bien que Lionel Jospin dit quelquefois il faut étendre un petit peu. Moi je pense, et c'est mon rôle, je suis communiste et donc je dois défendre aussi les intérêts des gens du monde du travail, des gens modestes, et je pense que pour ces gens modestes, qui hésitent encore pour certains aujourd'hui, il est important qu'ils sachent qu'en juillet, il y aura des mesures significatives et que la gauche tiendra ses engagements. Le Parti communiste, le vote communiste, c'est un vote qui, en fait, aujourd'hui, doit permettre à la gauche de tenir cette fois ses engagements. Mais disant cela, est-ce qu'au fond, vous ne faites pas peur, vous les communistes? Écoutez, j'entends tous les jours le Premier ministre sortant, Alain Juppé, parler de la peur, il agite l'épouvantail. Écoutez, regardez-moi bien, j'ai pas l'allure de quelqu'un qui peut avoir un couteau entre les dents et qui va faire peur aux Français. Mais ça, c'est le détail, c'est les apparences, parce que la droite, ça, elle n'y croit pas à la peur des communistes. Par contre, à la peur du Parti communiste à droite. Alain Juppé craint le Parti communiste, c'est vrai. Ça, je le dis aux Français ce soir. Il craint le Parti communiste parce qu'il sait qu'avec le Parti communiste renforcé, avec le Parti communiste au gouvernement, eh bien, ce n'est pas du tout sa politique, la politique de la droite qui sera mise en œuvre. Et ça, il craint par-dessus tout la mise en œuvre d'une politique audacieuse, nouvelle, qui sera du côté des gens modestes, du côté du monde du travail, du côté... Évidemment, ça ne sera pas du côté des beaux quartiers, de la spéculation des riches. Mais moi, je défends cet intérêt-là. C'est ça le vote communiste. C'est ça qui peut se produire avec la présence des communistes dans un gouvernement. Est-ce que la semaine prochaine, pour la campagne du 2e tour, cette fois, il y aura des meetings communs PC-PS au plus haut niveau? Ah ben je souhaite que le 2e tour soit un tour de rassemblement très large, des forces de gauche, des écologistes. Oui, je suis pour. Vous avec Lionel Jospin sur la même tribune? Pourquoi pas? C'est prévu? Mais écoutez, ça ne serait pas la première fois. Il y a quelques semaines encore, nous étions sur la même tribune pour dire que nous avions cette déclaration commune. Demain, il faudra rassembler toutes les forces de progrès écologistes de gauche. Eh bien, il faudra ces rassemblements. J'y suis prêt. J'en ai pas parlé très directement encore avec Lionel Jospin, mais vous m'en donnez l'occasion. Je souhaite qu'il y ait ces meetings, ces rencontres. Il faut que la gauche gagne. Je veux que la gauche réussisse. Robert Hugues, nous verrons cela dimanche soir. Vous serez avec nous pour la grande soirée électorale qu'organise la rédaction de France 2. Merci d'avoir été avec nous en direct d'Argenteuil. Je vous propose de terminer ce journal avec ce clin d'œil venu de Grande-Bretagne où la rubrique offre d'emploi du quotidien The Guardian comportait hier une annonce peu banale émanant des services secrets britanniques. C'est la première fois depuis sa fondation, il y a près d'un siècle, que le M15 recrute aussi peu discrètement. Notre correspondant Étienne Hénart est très tenté, estimant que les services secrets c'est sans doute moins dangereux que les couloirs de la télé. C'est un tabou que l'on brise, un mythe qu'on assassine. Pour devenir 007 désormais, il suffira d'acheter le journal. Dans le vénérable Times et le progressiste Guardian, les services secrets de Sa Majesté recrutent une pleine page pour devenir espion. Le MI5 sort de la clandestinité.
Ils suivent l'exemple américain. Là-bas, les espions sont recrutés ouvertement dans les universités. La CIA, c'est jeudi, le FBI, vendredi. L'annonce promet une carrière pas comme les autres, un métier sans routine où la flexibilité décidément à la mode et la disponibilité sont des qualités essentielles. Professions visées, enseignants, publicitaires, travailleurs expatriés, même journalistes qui tous devront faire preuve d'un certain pouvoir de persuasion. À l'université de Cambridge, qui fut longtemps un vivier pour les services secrets, l'annonce est accueillie avec circonspection. C'est une annonce ennuyeuse. Moi, ça ne m'attire pas. C'est un coup pour nous faire croire à la transparence des services secrets. Mais ce seront toujours les mêmes personnes qui seront recrutées. Ruse ou nécessité, les nostalgiques du contre-espionnage regretteront sans doute que le nouveau directeur des services secrets ait brièvement ouvert son bureau aux caméras de télévision ou que le MI5 possède déjà un site sur Internet. Paradoxalement, les services secrets britanniques précisent bien aux Moneypenny et autres James Bond en puissance qu'ils ne doivent rien dire de leurs ambitions à leur proche entourage, ce métier-là, voyez-vous, nécessitant bien évidemment la plus grande discrétion. Voilà, contrairement à certaines informations erronées parues dans la presse écrite, notre magazine Envoyé spécial sera diffusé tout à fait normalement à 20h50 avec entre autres ce soir un très joli reportage sur les amoureux de la langue française. Dernier journal, minuit 40, en compagnie de Philippe Lefebvre, la météo, Nathalie Riouet. À 20h demain, vous retrouverez Daniel Bilalian. Je vous donne rendez-vous quant à moi pour notre soirée électorale dimanche soir. Très très bonne soirée, merci. Je vous retrouve dans un instant avec 4 reportages, les amoureux du français, ces gens qui se battent pour employer l'imparfait du subjonctif, la France et les élections vues par des correspondants étrangers, la loi des talibans en Afghanistan, et puis retour sur un grand artiste, Fernando Botero. C'est le sommaire d'Envoyé spécial, à tout de suite. Chers compatriotes, tout au long de cette campagne, je me suis efforcé, avec l'ensemble des responsables de notre majorité, de vous présenter nos propositions pour la France, pour son avenir, pour votre avenir. Le moment est en effet venu de donner à notre pays un nouvel élan. Cet élan partagé auquel nous appelle le président de la République. Un élan vers plus de croissance d'abord, pour créer les emplois qu'attendent nos jeunes. Et pour cela, il nous faut faire confiance à l'esprit d'initiative, à la liberté, à l'innovation, c'est-à-dire baisser les impôts et les charges qui pèsent sur ceux qui travaillent. Et puis, un élan aussi vers une autre forme de démocratie, où nous apprenions à mieux partager les choses entre nous, mieux partager les fruits de la croissance, mieux partager la protection contre les aléas de l'existence, mieux partager le pouvoir. Car trop de décisions se prennent encore en haut, loin des réalités du terrain. C'est en misant sur la liberté, c'est en apprenant le partage, que nous donnerons toutes ces chances de réussite à notre pays, à notre France, si généreuse, si forte. Le choix est maintenant entre vos mains. Et c'est pourquoi je vous appelle à voter dès dimanche prochain, à vous rassembler dès le premier tour autour des candidats du RPR et de l'UDF. Mes chers compatriotes, le dimanche 25 mai, nous allons choisir nos représentants à l'Assemblée nationale. À cette occasion, vous pourrez tourner une page et ouvrir une nouvelle ère politique. Les nouveaux écologistes du Rassemblement Nature et Animaux savent que pour vibrer, les Français ont besoin d'un grand projet. Et pour s'épanouir, la France doit se sentir investie d'une noble mission qui lui soit propre. Le programme des nouveaux écologistes est un programme d'espoir et de dynamisme, replaçant l'homme au cœur de la société, parlant de ses droits, mais aussi de ses devoirs envers les autres hommes et tous les êtres vivants. L'écologie peut participer à la lutte contre le chômage. Pour cela, elle doit s'impliquer dans toutes les activités économiques et sociales du pays. Pour une écologie indépendante, non soumise aux partis politiques. Pour que l'homme, la nature et les animaux puissent vivre en parfaite harmonie. Pour rejeter toute forme d'extrémisme, le 25 mai, votez pour les nouveaux écologistes du Rassemblement Nature et Animaux.
Sylviane Hénardi, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate en Haute-Garonne. Oui. Alors avant-hier, le président de la République a expliqué qu'il fallait que la France parle d'une seule voix en Europe. Aussitôt, le Premier ministre Alain Juppé a précisé que si la gauche l'emportait aux législatives, ce ne serait pas possible car il y aurait des ministres communistes. Le Parti communiste, c'est quoi, un empêcheur de cohabiter en rond? Écoutez, je crois que c'est une tentative d'intimidation à la veille du vote. Les Français ne se laisseront pas impressionner. Ceci dit, cette initiative me confirme personnellement deux choses. La première, c'est que M. Chirac et Juppé sont déterminés à poursuivre une construction européenne au service des marchés financiers et qu'effectivement, une présence plus importante des communistes les en empêcherait. Alors, le vote communiste, c'est la garantie d'un véritable changement de politique? Je crois que déjà, ça empêcherait la droite de mettre en œuvre ses objectifs. Et autre chose à laquelle je tiens particulièrement, c'est que le vote communiste, c'est vraiment le vote anti-Front National. Je crois qu'un progrès du Parti communiste dimanche soir, avec un Front National dans une autre situation dans le paysage français, eh bien, ça changerait beaucoup de choses et ça donnerait une respiration formidable. Enfin, je pense à tous ceux et celles qui veulent que la gauche soit vraiment à gauche, qu'elle mette en œuvre une politique de gauche, qu'elle tienne ses engagements. Eh bien, un progrès du vote communiste, c'est la garantie qu'il en soit bien ainsi, et il y en a bien besoin. Merci. Aucun gouvernement n'a pu utiliser toute l'intelligence et la créativité de la loi naturelle et les influences planétaires qui régissent notre vie. L'ignorance et le non-respect des lois de la nature engendrent le stress, responsable de tous les problèmes de notre société. Nous offrons à chaque Français les connaissances de la loi naturelle contenues dans la tradition du Veda, la science védique Maharishi. Elle propose à chacun une technique scientifique, la méditation transcendantale, pour éliminer le stress et développer tout son potentiel. Le gouvernement devrait favoriser la création d'un groupe de cohérence de 7000 personnes. Leur pratique commune du vol yogique suffira pour neutraliser le stress et résoudre naturellement les problèmes socio-économiques de notre pays en produisant un effet de cohérence et d'harmonie dans la conscience collective. Toute la population en retirera des avantages directs, plus de créativité, plus de santé, de prospérité et de bonheur. Si vous soutenez la loi naturelle vous soutiendra. On a souvent envie de retrouver le goût de l'authentique, la force de choses vraies. Heureusement, on a tous un grand-père en Normandie. Allô, grand-père? Mais prends donc un Bridel! Camembert Bridel, sa nature vous appelle. Till then, my darling, please wait for me. Till then, no matter when it will be, one day I know I'll be back again. Ford Galaxy n'oublie pas que la moitié des hommes sont des femmes. Avec sa fonction thermo-optimum, Protect de Calor contrôle la chaleur pour protéger la vie de vos cheveux. Protect de Calor. N'en déplaise à certains, Ford Galaxy Turbo Diesel est au prix de l'essence. Ah, le fax du labo. Vos analyses sont arrivées. Tout va pour le mieux. On a donc eu l'idée de faire un téléphone fax à papier normal. Ça j'aime, nos concurrents ne peuvent pas penser à tout.
France 2 vous donne rendez-vous avec Bibendorf. Vous aimez les pizzas? Moi, je pense que... comme ça. C'est... Ah, il est drôle, hein. On est dans une ambiance de fou. Poisson, il a passé un sale quart d'heure. Samedi soir, ce qui serait étonnant, c'est que vous ne trouviez pas ça drôle. Parce qu'un groupe d'amis handicapés moteurs rêvait de mener un attelage, Monsieur de Saint-Roman, en collaboration avec un constructeur, a conçu une voiture à cheval où l'on peut installer 3 à 4 fauteuils roulants. Tiré par 2 percherons, cet attelage est à ce jour unique en France. Le problème, étant donné que les juments sont grandes, il nous fallait une voiture haute. Et le problème, c'était de monter les fauteuils roulants dans la voiture. Alors le constructeur a eu l'idée de monter un haillon qui marche avec une pompe à double effet. Et comme vous avez pu le constater, c'est facile. Avec le fauteuil, on peut croire que beaucoup de choses s'arrêtent, mais tout n'est pas impossible. Et voici les résultats du Quercé, Quintet Plus, Quintet Plus, qui s'est couru cet après-midi à Longchamp. Une salade à la feta salakis, au bon lait de brebis, c'est un délice. Et ce n'est pas fini. Feta salakis au bon lait de brebis. Mais... Les plus belles salades, ce sont celles de vos vacances. Mais rien ne remplace une bonne vinaigrette, avec de la moutarde de Dijon et un grand vinaigre plein d'arômes. Une vinaigrette comme la vinaigrette de Dijon Amora, pour vous souvenir longtemps des salades de vos vacances. Amora, par amour du goût. Roventa a créé Dimbo, le véritable concentré de puissance. Une force d'aspiration exceptionnelle pour un aspirateur super compact, super léger, super maniable. Dimbo de Roventa, visiblement mieux. Réa, le jus d'orange qui a bien pris sa vitamine C. Ne laissez pas vos vacances couler bêtement. Équipez-les plutôt d'une carte bleue Visa. Elle est acceptée partout. Carte bleue Visa, il est temps de vous simplifier la vie. Des gouffres de saveurs, des abîmes de plaisir. Le camembert Cœur de Lion, c'est une planète inexplorée qu'on redécouvre à chaque fois. Cœur de Lion, vous n'aviez jamais mangé de camembert? Retrouvez chez vous le goût et le charme d'un véritable expresso. Le Krups Nouveau 2000+ vous fait découvrir tout le plaisir d'une mousse onctueuse, absolument onctueuse, pour des instants très café. Krups, la qualité, on y prend goût. Rien n'est perdu, vous possédez une Saxo, avec système de freinage court. Structure de caisse renforcée. Et même, de vastes vides-poches. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous.
c'est peut-être difficile à croire, surtout si vous habitez la moitié nord du pays, mais Météo France nous prévoit une amélioration pour le week-end prochain. Et oui, avec le retour d'un temps bien ensoleillé pour ce qui est de la moitié nord et un temps un peu plus lourd en ce qui concerne la moitié sud. Regardez maintenant l'image satellite. La dépression file vers le nord-est, entraînant avec elle cette perturbation qui aujourd'hui encore a affecté le nord de la France. À la place, c'est un anticyclone qui va venir s'installer sur les îles britanniques. Et puis nous avons cette autre dépression sur l'Atlantique qui va venir se centrer au large du Portugal. Résultat, elle entraînera des remontées d'air chaud et instables qui, dès demain matin, vont affecter les régions allant de la Bretagne jusqu'au Bordelais avec un ciel de plus en plus voilé. Sur la moitié nord, nous aurons encore pas mal d'humidité résiduelle, quelques bruines très localisées. Le soleil, en tout cas de belles éclaircies qui reviennent dès le lever du jour sur l'extrême nord du pays. Et puis ailleurs, on pourra compter sur de larges éclaircies malgré la présence de quelques brumes et brouillards dans certaines vallées. Les températures au lever du jour seront en baisse, comprises entre 7 et 14 degrés. Dans l'après-midi, de timides éclaircies vont revenir sur un large quart nord-est, toujours de belles éclaircies sur l'extrême nord et des nuages qui vont s'épaissir au fil des heures sur le quart nord-ouest. Ailleurs, le soleil sera toujours au rendez-vous et les températures seront en légère hausse, notamment dans le sud-ouest où elles atteindront les 26 degrés. Au nord, elles resteront conformes aux normales saisonnières, comprises entre 15 et 21 degrés. Alors, la tendance du week-end, avec pour samedi de belles éclaircies sur la moitié nord, un franc soleil sur le quart sud-est du pays, ailleurs pas mal de nuages et des températures qui commencent à grimper. Pour dimanche, le soleil s'installe au nord, un ciel nuageux sur la moitié sud et des températures comprises entre 19 et 25 degrés. On termine par l'éphéméride, nous serons demain le vendredi 23 mai, bonne fête aux Didier, excellente soirée sur France 2, première météo c'est demain, en compagnie de Laurent Romeshko dans Télématin, à bientôt. Point route avec Athéna Assurance, plus proche, tout simplement. Bonsoir, bien après 3 week-ends que l'on pourrait qualifier de chargés sur le plan de la circulation, retour au calme en cette fin de semaine classée verte par Bison Futé. Donc pour demain vendredi au départ de l'Île-de-France, c'est vrai que le trafic devrait s'intensifier à partir de la fin d'après-midi sur les boulevards périphériques et les principaux axes de sortie de la capitale. On ne prévoit pas de grosses perturbations, mais c'est vrai que l'idéal pour votre confort, ce serait d'éviter le créneau 17-20 heures qui devrait être le plus chargé. Et puis en province, hormis les traditionnels ralentissements aux sorties des grandes agglomérations en fin d'après-midi, le trafic devrait être fluide bien évidemment tout au long de la journée, mais aussi sur les grands axes de liaison. Mais attention, des travaux pourraient très localement perturber le bon écoulement du trafic. Ce sera certainement le cas ici, sur la 64 à Muret, c'est au sud-ouest de Toulouse. Sur la nationale 12 aussi à Bédé, c'est à l'ouest de Rennes, ainsi que sur la nationale 4 à hauteur de Sarrebourg. Et puis notez aussi qu'en raison de la deuxième étape du tour cycliste du Tour de Franche-Comté, que des restrictions de circulation seront mises en place, notez bien entre 14 et 18 heures, entre Le Russet et Lons-le-Saunier. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et je vous retrouve bien sûr demain, juste après le journal de 13 h. Au revoir. C'était Point route avec Athéna Assurance. D'écouter le merveilleux Fabrice Lucchini dire et commenter des textes de La Fontaine, de Baudelaire et de Céline. Cette émission, j'en suis sûr, avec des hommes de cette qualité, sera un vrai régal d'intelligence littéraire. Bouillon de culture, exercice de style, c'est vendredi après le polar sur France 2. C'est la tirelire magique. Sophie tire un numéro hasard et nous appelons Alice. Voilà, ça sonne. Vous connaissez la règle du jeu, combien est-ce? Eh bien, ta sonnerie, Pascal. Merci Sophie, donc plus que 3 sonneries pour faire ça. Ce qui va vider notre cochon. Ou la petite chanteuse. Nous allons savoir bientôt. Attention, dernière sonnerie. 94 400. Chérie, ça va, t'as l'air tout essoufflé. Le téléphone, c'est un peu de notre histoire et beaucoup de notre avenir. France Télécom, nous allons vous faire aimer l'an 2000.
nouvelle classe affaires de Delta Airlines? Nous faisons tout pour que vous vous sentiez vraiment unique. Sans doute est-ce pour cela que nous transportons plus de passagers qu'aucune autre compagnie aérienne au monde. Delta Airlines, notre monde est le vôtre. Coca-Cola Light, qui peut résister à cette fraîcheur? Plongez au cœur de la Méditerranée avec l'album Mamaz et découvrez les 4 plus belles voix du Sud. Attachez vos ceintures. Canal Satellite numérique vous emporte dans la télé de vos rêves. Avec en exclusivité Disney Channel. Planète, la chaîne pour découvrir le monde et son histoire. Avec Eurosport et avec le sport à la carte, 8 matchs de D1 chaque journée de championnat et la F1 sur 7 canaux. Avec un incroyable choix de films. 20 grands films par jour sur 4 chaînes cinéma et le cinéma à la carte. Bref, Canal Satellite, c'est plus de 40 grandes chaînes en numérique. En ce moment, offre spéciale Canal Satellite, 130 francs par mois. Appelez vite le 0803 804 804. Al Pacino dans City Hall en vidéo. Vous devez tout savoir sur lui, ses gestes, ses relations, ses amis. À New York, cet homme est trop puissant, alors un bon conseil, ne le manquez surtout pas. City Hall, le nouveau Al Pacino, la vidéo à ne pas rater. Un numéro de téléphone sans nom ni adresse. Pour découvrir qui se cache derrière, tapez 3617 annuaire inversé par Minitel. Il nous a appelé quand la dernière fois, Marc? Oh là là. Oh oui, au moins. Souvent, il raccroche à peine qu'il rappelle aussitôt. Marc, je vous dirai pas ce qu'il me raconte, mais je peux vous dire que ça dure longtemps. Vous avez deviné? Avec SFR, c'est simple. Marc a choisi le temps dont il avait envie. En plus, pour la fête des mères, SFR offre jusqu'à 200 francs de réduction par mois pendant 3 mois. Et vous, de quel forfait SFR avez-vous envie? SFR, le monde sans fil est à vous. Où sont les entreprises juteuses? Par Minitel, 3617, vérif. Chaque année, en dormant, vous perdez 130 litres de sueur. Un matelas mal aéré s'en imprègne et devient ainsi le lit des acariens. Arrête. Parce qu'on passe un tiers de sa vie au lit, autant choisir avec qui on dort. L'été sur un air de fraîcheur, avec chanson d'eau ou de toilette. Siva Pacifica. À vos risques et périls. Comme d'habitude, monsieur. Ah!
faire pour te sortir d'ici. Oui, mais ça va nous mener où tout ça? Les mecs qui foutent des nanas sur le trottoir, ça me fait péter les plombs. Mariage en blanc pour série noire, vendredi soir. Savourez une enquête au goût bulgare sur France 2. Au bout du compte, avec Athéna Assurance, plus proche, tout simplement. Forte baisse du CAC 40 à Paris qui perd 1,6% à 2741,65 à la veille de la liquidation mensuelle et à 3 jours du premier tour. Les boursiers préfèrent prendre leurs bénéfices. Il faut dire qu'en un mois, la bourse de Paris a gagné plus de 8% et plus de 18% depuis le début de l'année. En l'absence de sondage, les milieux financiers continuent à jouer la droite gagnante avec un écart de 40 à 50 sièges. Entre droite et gauche, côté devise, le franc français est ferme à 3 francs 36,79 pour un Deutsche Mark. Chiffre analysé commentaire 36,15 France 2. C'était Au bout du compte avec Athéna Assurance, plus proche, tout simplement. Madame, Monsieur, bonsoir. Quand Lionel Jospin demande aux Français de dire dimanche ce qu'ils ont sur le cœur, Alain Juppé, comme en écho, leur demande, lui, de retrouver un moral de vainqueur derrière Jacques Chirac. La campagne du premier tour est dite et redite. La droite et la gauche, dans leur formation principale, concluaient ce jeudi soir la campagne du premier tour, dont les résultats étaient annoncés par les derniers sondages autorisés très serrés. Pour la droite, c'était à Lyon. Olivier Caroff, Nathalie Gallet. On sait qu'on va gagner. Absolument, c'est sûr. L'optimisme, c'est avant tout ce que la majorité voulait montrer pour ce dernier meeting avant le premier tour. L'heure aussi d'un premier bilan de la campagne. Il y a un mois, Alain Juppé l'avait promise brutale et joyeuse. Les militants sont plus nuancés. Ah, d'un certain sens, elle a été brutale dans la mesure où on a affronté nos propositions. Mais de l'autre côté, elle était joyeuse. Elle était joyeuse, mais pas brutale, je trouve. Un peu calme, même trop calme. Pas si calme que ça en fait. Hier soir, Alain Juppé a de nouveau fustigé l'héritage socialiste et incité ses troupes à lutter contre le spleen des électeurs. Il faut chasser les idées noires et retrouver un moral de vainqueur. Avec Jacques Chirac, c'est une France confiante en elle-même, fière de ses capacités, décidée à entrer la tête haute dans le 21e siècle que nous allons bâtir ensemble. Oui, France, le moment est venu. Mets-toi debout. Vive Jacques Chirac, vive la République et vive la France. Il faudra attendre dimanche pour savoir si les indécis et les déçus de la majorité ont d'une façon ou d'une autre reçu le message. À droite, on ajoutera que Philippe Séguin dénonce les risques de la cohabitation, à l'extrême que Jean-Marie Le Pen déclare « La France, c'est Chiracic Park ». Dans l'autre camp, le PS était en meeting à Toulouse pour appeler la gauche à se rassembler. Patrice Romden, Patrick Deschmecker. Ainsi le veut la tradition. À la veille des échéances majeures, et c'en est une, les socialistes aiment à se retrouver à Toulouse. Lionel Jospin est ici à 2 pas de sa circonscription. Il le sait et durcit le ton. Jadis, François Mitterrand évoquait les clans et les bandes. Aujourd'hui, Lionel Jospin fustige la petite équipe de Paris. Il ne faut pas donner tout le pouvoir pour 5 ans en France à la petite équipe qui nous vient de la ville de Paris. On commence à savoir ce qu'ils ont fait à la ville de Paris. On ne veut pas qu'ils fassent pareil pendant 5 ans en France. Mobilisation, le terme clé de la réunion électorale. Se mobiliser pour convaincre les électeurs encore hésitants que le PS doit être fort au soir du premier tour. Se mobiliser car demain les socialistes seront peut-être au pouvoir. Ils se disent prêts à l'exercer et ils le martèlent. Robert Rue a estimé jeudi soir qu'un score supérieur à 10% au premier tour serait très important pour son parti, pour la France, pour la gauche. À l'étranger, une autre élection, la présidentielle en Iran. Pour 32 millions d'électeurs, le choix du successeur de M. Rafsanjani, en place depuis 8 ans. L'une des élections les plus importantes depuis la révolution iranienne de 1979. Même si les candidats sont du sérail, quelques options sont offertes sur la politique économique et le contrôle politique de la société. Reportage sur place de nos envoyés spéciaux, Vincent de Guyenne, Philippe Jasselin. Téhéran couverte d'affiches, l'Iran élit son président. Le 7e depuis la révolution islamique. Dans chaque quartier de la capitale,
des dizaines de permanences comme celle-ci distribuent prospectus et posters des candidats. Ici, on est dans un quartier populaire. Il y a du monde et d'ici 1 heure, tous viendront chercher leurs affiches. Je suis même en rupture de stock. Toutes les apparences de la démocratie. Tout le monde prend part à la campagne. Ce commerçant a choisi Natek Nouri, l'actuel président du Parlement, et le fait savoir devant son magasin. C'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui a déjà fait beaucoup pour le pays. Cet autre met en vitrine les 2 favoris. J'ai pas encore choisi. Le débat politique ne va pas bien loin. On vote pour un homme, pas pour un programme. Ce restaurant est couvert d'affiches de Khatami, le candidat des modérés, mais son patron n'attend rien de lui. Il n'y a rien à changer. La politique du gouvernement iranien est la meilleure qui soit. La peur explique ses propos. Mais les étudiants et les jeunes des quartiers aisés qui ont choisi Khatami expriment un peu mieux leurs aspirations. La base ne devrait pas changer, mais nous voudrions quelqu'un qui peut allier science et religion pour être plus ouvert aux autres pays. D'autres intellectuels qui ont préféré garder l'anonymat nous ont déclaré qu'ils n'iraient pas voter. Pour eux, tout est joué d'avance. C'est cet homme, le très conservateur Natek Nouri, qui devrait l'emporter, mais aucun sondage fiable ne permet pour le moment de présager du résultat de ces élections. En bref, encore à l'étranger, en Algérie, l'explosion d'une voiture piégée a fait à Boufarik, à 25 km au sud d'Alger, 12 morts et 31 blessés. À Jérusalem, les policiers battent à mort un détenu palestinien qui avait tenté de s'échapper de l'hôpital où il avait été transféré. Judiciaire en France, les dernières heures du procès dans l'affaire de la Josassine empoisonnée. Aujourd'hui a été entendu l'accusé, Jean-Marc Deperroy. Compte rendu d'audience, Dominique Verdeil. Souriant, détendu, Jean-Marc Deperroy a enfin pu s'exprimer, répondre à toutes les interrogations, répondre à toutes les accusations. Pendant plus de 8 heures, il clame son innocence. On veut m'imputer la mort de la petite Émilie, c'est inhumain, dit-il. Ce procès, il fallait qu'il soit fait. Ça a été la seule façon de nous exprimer publiquement. Point par point, méthodiquement, l'accusé balaye tout. Le mobile, son emploi du temps le jour du crime. Seul point embarrassant, quand a-t-il jeté son cyanure? Pour la partie civile, il l'a fait à un moment où on ignorait qu'il s'agissait de l'arme du crime. Pour le père d'Émilie, il n'y a aucun doute sur la culpabilité de l'accusé. Aujourd'hui, il veut m'adresser la parole, il veut essayer de nous parler, mais comment voulez-vous que je puisse parler à une personne qui a menti 57 fois? Après 2 jours de plaidoirie et de réquisitoire, le verdict devrait intervenir tard dans la nuit de samedi à dimanche. À Marseille, l'audience du procès dans l'affaire des comptes de l'OM a été suspendue en raison de l'état de fatigue de Bernard Tapie. Les 4 adolescents présumés responsables du meurtre d'un garçon de 15 ans à Bondy, en Seine-Saint-Denis, ont été déférés au parquet, placés sous mandat de dépôt. L'un d'entre eux a reconnu être l'auteur des faits. Pour cette agression, il devrait comparaître devant la cour d'assises pour mineurs. Alors qu'à Bondy, professeurs et élèves ont manifesté jeudi en ne se rendant pas à l'école. Des parents, des élèves et des enseignants de Seine-Saint-Denis manifestaient eux à Paris devant le ministère de l'Éducation. Christophe Tortora. Nassim, 17 ans, habite cette cité de Bondy-Nord. Hier soir, il s'est rendu aux policiers et avoue être le principal agresseur de Jérôme, ce garçon de 15 ans, tué lundi d'un coup de couteau. Nassim et ses 3 complices interpellés hier ont été présentés devant le procureur de Bobigny. Au collège Pierre Brossolette, ce matin, l'émotion est encore très vive. Jérôme, élève en 3e 4, était apprécié de tous. Ses camarades de classe ont adressé ces quelques lignes à leur professeur. Nous voulions juste vous remercier d'être les piliers auxquels nous pouvions nous accrocher pour reprendre un peu de notre souffle. Merci de votre soutien, c'est la 3e 4. Jérôme aura été ému de voir à quel point nous tenions à lui et vous aussi. Voilà. C'est vrai que j'espère que vous n'aurez pas l'occasion de refaire un reportage identique. Ce matin, les amis de Jérôme sont venus une nouvelle fois se recueillir. Ils pleurent l'un des leurs, âgé de 15 ans. Suite de l'actualité, Anne Gauthier. Après l'échec des négociations entamées mercredi, les producteurs de lait, comme la nuit dernière, ont continué ce soir à mener des actions symboliques pour protester contre la baisse des prix au litre que les industriels veulent leur imposer. Face à cette situation bloquée, le ministre de l'Agriculture, Philippe Vasseur, a annoncé dans la soirée qu'il était prêt à organiser une nouvelle table ronde.
Situation confuse à Air France. 2 des 3 syndicats de navigants ont signé un accord avec la direction. Mais le syndicat national des pilotes de ligne, le plus puissant des 3, poursuit la grève. Le mouvement est reconduit jusqu'à vendredi pour Air France, jusqu'à samedi pour Air France Europe, ex-Air Inter. Selon la direction, la compagnie a assuré jeudi les 3/4 des moyens courriers et la moitié des vols intérieurs, des chiffres que contestent les syndicats. Près de 700 personnes ont manifesté sous la pluie en faveur des sans-papiers ce soir à Paris. Les manifestants se sont rassemblés devant l'église de Saint-Germain-des-Prés pour aller à la Bastille. 2 jours avant le premier tour des élections, ils ont demandé la régularisation des sans-papiers. 1 an après l'affaire des Saint-Bernard, les sans-papiers sont une fois encore sortis de l'ombre. Sur une orbite située à 300 km au-dessus de la Terre, fin de l'opération de ravitaillement de la station orbitale Mir par la navette américaine Atlantis. Les 2 engins se sont séparés, une partie de l'équipage a également été relayée. C'est une voix, c'est un arrangeur de talent, une constance dans l'engagement pour tout ce qui fait la dignité humaine. Il est catalan, Luis Llach est à Paris. William Irigoyen, Philippe Louz. Luis Llach aime chanter nu sur scène. Nu, c'est le titre de son dernier album. Pour ses 30 ans de chansons, il se retrouve seul avec sa voix et un instrument, et c'est toujours en catalan qu'il chante le besoin de liberté, la réalisation en tant qu'individu ou comme ici le désarroi de l'artiste à la fin du spectacle. Mais le credo de Llach, c'est avant tout les minorités, toutes les minorités. C'est encore un combat peut-être un peu radical parce que ce monde n'est pas du tout préparé pour l'existence de petites minorités. Ni culturelles, ni sexuelles, ni ethniques. Alors les droits à la différence, je crois que c'est un des droits les plus bafoués de notre histoire mondiale. Llach a été maintes fois inquiété sous le régime franquiste. Son seul délit à l'époque, défendre la culture catalane, une lutte qui ne fait pas de lui un nationaliste au sens classique du terme. Je ne traduis pas mon nationalisme pour la formation d'un État comme les autres, sinon pour un élan de liberté de mes communautés, la possibilité de me réaliser à niveau personnel dans une collectivité libre. Une minute pour la politique, rubrique de l'édition de la nuit qui a demandé aux intellectuels et à la société civile que changer en priorité pour que les Français retrouvent confiance dans la politique. Ce soir, René-Victor Pile, écrivain. Eh bien, il faudrait, à mon avis, leur proposer une alternative politique digne de ce nom, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, puisque sur les questions essentielles, les socialistes et la majorité en général sont d'accord. Mais par contre, dans tous les camps, des communistes jusqu'à Pasqua, Séguin, en passant par Chevènement, Julien Drey et quelques autres, vous avez des gens qui sont contre cette pensée unique. Seulement, ils sont liés par les pesanteurs des partis. Ces gens-là devraient s'unir. Sous la pression des événements, ils le feront peut-être un jour, et ils constitueront à ce moment-là, je l'espère, un gouvernement de salut public. Et c'est le seul moyen, à ce moment-là, les Français, voyant qu'on leur propose quelque chose de nouveau, ils iront aux urnes avec plus d'enthousiasme et plus de confiance, parce qu'ils se diront au moins cette fois on ne sait pas ce que ça va donner, mais c'est nouveau, c'est démocratique, c'est républicain, alors allons-y. Sortie de secours, l'actualité autrement, pour attirer votre attention ce soir sur la tendance qu'ont depuis quelques mois les éditeurs à publier dans le registre Zapping, que les collections s'appellent Compact de l'info, Figure du savoir, Les essentiels, Qui, quand, quoi ou Domino. Il s'agit de dire très vite et de manière très illustrée tout sur Michael Jordan, sur les droits des enfants, le cinéma, la psychologie de la perception, les sagesses chinoises, la cyberculture ou encore les droits des enfants. À moins que ce ne soit Nietzsche. Édition Zapping, édition efficace, mais y a-t-il une modernité de la substance? CD, Ruben González.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le Cercle de Minuit. Demain, en ce lieu et place, vous retrouvez Dorothée Oliéric. Excellente nuit à tous sur France 2. Excellente nuit à toutes et à tous. Nous allons, paraît-il, vers l'amélioration avec un temps de plus en plus sec en ce qui concerne la moitié nord, plus ensoleillé aussi, mais un temps plus orageux pour ce qui est de la moitié sud du pays. Pour l'heure, le lever du jour, eh bien, le temps restera gris en ce qui concerne le nord de la Loire, encore quelques bruines éparses, déjà de belles éclaircies qui reviennent par le nord et la Picardie, et un ciel qui aura tendance à se voiler de la Bretagne jusqu'au Bordelais. Partout ailleurs, le soleil sera au rendez-vous avec des températures en légère baisse en raison des éclaircies nocturnes, puisqu'on relèvera 7 à 14 degrés. Dans l'après-midi, de timides éclaircies vont revenir sur un large quart nord-est. Les nuages vont s'épaissir sur le nord-ouest en raison de remontées d'air chaud et instable. Ailleurs, le ciel sera toujours bien dégagé avec des températures en légère hausse en ce qui concerne le sud et notamment le sud-ouest où elles atteindront les 26 degrés. Au nord, le mercure oscillera entre 15 et 21 degrés. Alors, hors de nos frontières, le temps restera instable sur Dublin, orageux sur la péninsule ibérique, sur Alger avec 26 degrés, du soleil à Tunis avec 27 degrés, également à Rabat. À Athènes, il fera 26 degrés et le ciel sera bien dégagé. Nous aurons des orages à Bucarest et de la pluie à Moscou avec 17 degrés. On termine par l'éphéméride. En ce vendredi 23 mai, nous fêtons les Didier. Le soleil va se lever à 6h01 pour se coucher à 21h34. Excellente fin de nuit et à très bientôt. Merci.